Salut, c'est Lourilag. Mon métier, c'est explorateur. Mon quotidien, c'est de relever des défis sportifs extrêmes dans les zones les plus reculées de la planète. Une manière pour moi de toujours repousser mes limites. Enfance chaotique, délinquance, prison, autant d'expériences de vie qui m'ont poussé à devenir explorateur. Toutes mes aventures m'ont forgé et m'ont permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. De mes expéditions dans les endroits les plus hostiles du globe, à mes aventures sentimentales, à ma vie de père, de fils, de frère. Je vous raconte tout dans le nouveau podcast Destin, signé Énergie. Dans l'épisode précédent, Lourilag nous conte avec émotion sa traversée de l'Atlantique avec son père. Dans cet épisode, il part pour la plus grande excursion de sa vie, la mission arctique. Va-t-il aller jusqu'au bout ? Cette histoire du polaire, c'est quelque chose qui remonte à vraiment un rêve d'enfance un petit peu où il y a ce fantasme des grands espaces, du blanc à perte de vue, de ces endroits inaccessibles qui font rêver quand on est gamin. Et Arctic Mission, c'est une expé que j'ai bâtie pendant 14 mois où l'idée c'était de parcourir plus de 3500 km à ski kite en autonomie et donc en solitaire en partant du détroit de Bering pour aller face au Groenland et donc effectuer 3500 km sur la banquise. Alors la banquise, c'est l'océan Arctique qui à une période de l'année est tellement dans des températures extrêmes que l'eau est gelée et donc on peut progresser, marcher, skier, rouler sur l'eau. À cette période de l'année, des températures peuvent atteindre moins 60, moins 70 en température ressentie. Et donc, nous sommes en 2023 et c'est le grand départ pour Arctic Mission. Donc c'est une expé qui est très particulière pour moi parce que c'est un peu l'aboutissement de beaucoup d'années de travail. C'est financièrement ma plus grosse expédition. En termes de temps, c'est la projection de ma plus grosse expédition puisque je tablais au maximum sur 3 mois cette aventure. Et surtout parce que j'ai l'opportunité de raconter un petit peu ce qui se passe à l'inside à cette période de... Je sais que mon papa a un cancer du pancréas et que c'est déjà fini. En fait, la vraie question, c'est quand c'est que ça va se terminer. Et en gros, la sentence définitive est tombée avant que je parte. Ça a créé en fait une dimension supplémentaire incroyablement difficile, puisque normalement pour ce type d'expédition, il faut être vraiment focus sur les difficultés que je vais rencontrer, sur la logistique, sur le matériel, sur les équipes de prod qui vont me suivre pour réaliser le documentaire. L'annonce terrible de la maladie de mon père vient effacer tout ce que je dois faire en préparation. Est-ce que je dois partir ? Et je finis par faire une grosse réunion familiale. Et je parle à mon père et je lui dis écoute, ça fait 14 mois que je prépare cette expédition, c'est la plus grosse de toute ma carrière, j'ai besoin de ton accord. Il me dit pars mon fils, je t'attendrai. Et donc c'est comme ça que je pars sur Arctic Mission. Je suis tellement déphasé, j'ai de la promo, j'ai de l'épuisement, de la logistique, des centaines de milliers d'euros à gérer pour partir proche du pôle Nord. Il y a une personne que je rencontre pour cette mission particulière qui est Chloé, la chef d'expé, et qui va devenir un élément essentiel au bon déroulement de cette aventure. C'est beaucoup de logistique, notamment quand on a des équipes qui nous suivent. Pour faire les ravitaillements, en fait, on ne peut pas effectuer 3500 km en un coup, donc on s'arrête dans des petits villages inuits qui sont extrêmement reculés. Il faut faire envoyer du matériel là-bas, il faut faire envoyer de la nourriture là-bas. Et à chaque fois que je m'arrête, c'est un point de ravitaillement. Le problème, c'est que dans ces endroits-là, ce sont des communautés qui sont extrêmement reculées et donc l'accès y est difficile, la communication y est extrêmement difficile, le travail de tout le staff qui m'accompagne, des équipes de prod, de la logistique et de tout ce qui s'ensuit est vraiment, mais immensément difficile. J'ai eu la chance d'être super bien entouré pour cette expé. J'ai fait venir des copains à moi qui ont préparé la nourriture sur mesure. J'ai eu le matériel que je voulais. Donc vraiment, je suis très bien en termes de logistique. Quand je me retrouve à partir là-haut, moi, je démarre en Alaska. Et c'est le début de ce qui va être la plus grande aventure de ma vie.
Ce qui a été très dur avec mon papa notamment, c'est que j'ai eu l'impression de lui dire au revoir 10 000 fois en fait. Tout le monde nous a dit, il peut mourir à tout instant, voilà, il faut profiter de lui le plus possible. Donc c'est très 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 éprouvant, physiquement, intellectuellement, et c'est très éprouvant de devoir dire au revoir à quelqu'un que tu aimes sans savoir si tu vas le revoir. Et j'en suis plus à ma première expédition, donc c'est dur avec les enfants. Mais j'ai la projection de les faire venir. Pour la première fois, j'arrive à avoir des budgets qui me permettent de faire venir ma famille en expé. Donc ça, c'est un bel accomplissement. Il faut savoir que ça coûte de l'argent et c'est important. Mais c'est convenu que la famille me rejoigne à un endroit stratégique. Moi, si je vois pas mes enfants pendant plus de 3 mois, en fait, j'explose. Donc le départ est un petit peu plus simple, même si c'est une des expés les plus risquées. Il y a des ours, il y a des loups. La banquise, elle est mouvante. Les températures, quand on arrive sur place, il fait moins 61 en température ressentie. Et c'est assez particulier, puisqu'à un moment donné, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire le départ c'est telle heure, c'est tel jour. Donc il faut prendre son courage à deux mains et se dire je démarre maintenant. Et il y a quand même ce moment où finalement je chausse mes skis avec ma poulka, ma luge qui fait 120 kilos et en fait rien devant moi. Je lève la voile, les gens me font des accolades, ils sont un peu stressés pour moi et tout, puis en fait je réfléchis pas. Je fonce et je disparais en fait dans le paysage jusqu'à que je sois littéralement tout seul. Et là commence un vrai rituel. Ça veut dire que moi, du coup, j'en suis plus à ma première expédition polaire. Je suis allé en Norvège m'entraîner pour cette aventure. Je connais vraiment les protocoles à avoir et je sais la dangerosité, je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc, une journée, elle est assez rythmée dans le polaire puisque une journée, elle s'effectue en flux continu. En gros, on s'arrête pas. On essaie d'être toujours en action pendant 12 à 14 heures, peut-être parfois 16 heures. Ça va dépendre en fait de la météo. Je pars en février. Les vents sont pas toujours favorables. Et c'est la plus grosse problématique à laquelle je fais face. Je me rends compte très rapidement que la météo n'est pas avec moi. Et on avait eu plein de data, de plein de gens qui étaient partis. On nous avait dit les vents ils sont dans ce sens. Et quand on arrive là-bas, on se rend compte avec difficulté que les vents sont dans le mauvais sens. Le premier jour, je fais 110 km en une journée. Et je me dis, ok, si ça se passe comme ça, je mets un mois et demi à faire cette traversée. Sauf que à ce moment-là, je suis dans une zone extrêmement dangereuse où il y a des zones d'eau ouvertes. Donc en gros, pour expliquer, la banquise se forme jusqu'à un certain stade et à un moment donné, il y a de l'eau. Et il peut y avoir des passages d'eau plus ou moins gros et on a des gros bouts d'iceberg qui sont mouvants sur l'eau. Ils font 1 km de diamètre et puis ils peuvent aller se taper contre un autre 1 km de diamètre. Et au bout du 2e jour, il m'arrive quelque chose de terrible. Je suis prisonnier des glaces. Le bout de banquise sur lequel je suis se décroche et je dérive sur l'iceberg pendant 4 jours. Je finis par utiliser toutes mes rations en espérant que les courants vont me ramener sur un autre bout d'iceberg. Je suis à 10 km des côtes, donc je ne suis pas très loin. Et je vois que ça n'arrive pas. Et donc, je suis dans l'obligation de déclencher les secours et de faire venir un hélicoptère pour me récupérer et me ramener sur la terre ferme. Donc d'emblée, je suis dans le vif du sujet. Je comprends que cette expé va être extrêmement délicate pour plein de raisons différentes. Mon père qui, soi-disant, m'attend à la maison, mais aussi les conditions météorologiques, les vents qui sont dans le mauvais sens, et la condition climatique plus générale, un petit peu désastreuse, puisqu'à cette période de l'année, on ne devrait pas avoir ce type de phénomène. Je comprends qu'il y a un dérèglement climatique vraiment très important, plus important, et qu'on l'avait sous-estimé. Les températures sont bien négatives, mais d'avoir une ouverture sur les eaux à cet endroit-là, c'est hors du commun. Il y a un climat de dangerosité qui est bien plus important que ce que j'avais imaginé. Puis on a vraiment une notion du temps qui est coupée, où on a la sensation que tout va au ralenti, puis que c'est beau, et puis qu'en fait il n'y a pas de risque. Mais voilà, le danger il est palpable partout, mais il n'est pas visible. Un ours peut se mettre dans un champ de Pâques, un loup peut être caché dans un terrier. C'est assez fou. Et puis il y a un moment très très particulier où justement je suis dans la tente et j'entends un reniflement autour du camp. Et en fait, il faut savoir que je suis dans la tente, c'est une petite toile qui me sépare de la nature. Et j'ai une bombe au poivre avec un flare gun pour tirer des fusées. Mais en aucun cas, si je me fais attaquer, je peux riposter. Je suis dans un endroit où il y a vraiment énormément d'ours. Donc je suis dans un climat de stress continu. Je suis quand même devenu aveugle pendant 4 jours, pendant cette expé.
Je saurais jamais vraiment si c'est parce que le camp a été attaqué par un ours et que j'ai dû sortir tirer une balle en l'air pour un tir de sommation et que je me suis mis quelque chose dans l'œil, ou alors que la réverbération du soleil super intense sur la banquise me crame la rétine. Il faut savoir qu'en fonction de la difficulté de l'ophtalmie des neiges et du degré auquel tu es cramé, ça peut durer 2, 3, 4, 5 jours, mais tu peux vraiment devenir aveugle. C'est super éprouvant puisque, en fait, au moment où je me retrouve aveugle, c'est le moment où il faut que je sois sur le qui-vive H24 parce qu'en plus de ça, il y a un énorme blizzard qui ne me permet pas d'y voir très loin et en gros où les prédateurs peuvent être n'importe où. Et il faut savoir qu'un ours, en fait, peut te sentir à des kilomètres. Donc, si tu te retrouves dans une mauvaise combinaison, eh ben, tu finis au petit-déj. J'ai choisi de partir, mais avec une voile de kite, ce qui me fait progresser plus rapidement et qui me permet d'être moins vulnérable sur la banquise. Je vais à 30 km/h, 40 km/h, donc si je croise un animal, en fait, je passe devant et il se passe rien, même un prédateur comme un ours. Mais la nuit, quand je ne progresse pas et quand je suis une proie facile, c'est compliqué. Et la particularité, c'était que j'étais sur des skis. Je progresse la plupart du temps sur de la glace et pas sur de la neige. Donc c'est très désagréable, ça demande beaucoup d'efforts parce que je suis continuellement en gainage et en appui sur mes cuisses. Donc là on se rend pas compte, mais je crame un nombre de calories énorme par jour. Mais quand on est en pleine tempête, pour donner un schéma, pour lever ma voile en fait, j'étais obligé d'enfoncer une broche à glace dans la banquise, d'accrocher un mousqueton sur la voile, de déplier ma voile tellement il y avait du vent et en fait j'avais pas la puissance nécessaire. Moi tout seul je dérapais en fait si je levais ma voile tout seul, et en gros même le poids d'Apulka de 120 kg n'était pas assez suffisant parfois pour lever ma voile. Une fois qu'elle est dans les airs, il y a moins de puissance, mais au tout départ on se fait littéralement arracher du sol, et donc j'étais obligé de splitter des espèces de grosses broches qui devaient faire 15 cm dans la glace et de m'arnacher moi-même à la broche à glace pour ne pas me faire arracher. C'était un énorme challenge que de partir avec des voiles de kite en Arctique. Et d'ailleurs, jamais fait. C'était aussi ça le but de cette expédition, c'était de réaliser quelque chose qui n'avait jamais été fait. Très rapidement, je comprends aussi qu'il y a des champs de Pâques, c'est la formation de la glace. Quand l'océan passe de l'état liquide à l'état solide, ça fait des espèces de blocs de glace immenses qui jaillissent du sol et qui permettent pas d'avoir une surface plate. Et donc, je suis obligé de tomber ma voile de kite et de traverser ces espèces de champs de Pâques qui sont des cimetières de glaçons à perte de vue. C'est ultra impressionnant. Il y a des espèces de bouts de glaçons qui font jusqu'à 3 mètres. Ce sont des véritables murailles. Je ne peux pas avancer et donc à ce moment-là, je rentre dans une difficulté ultime, et où la veille, je pouvais faire 50, 60, 80 km à ski kite. Dans un champ de Pâques, je peux faire 1 km la journée. Donc vraiment, on est dans une expé qui est ultra dangereuse, et pourtant, ce qui est fou, c'est que je me sens à ma place. En fait, je me sens à ma place, je suis révolté, je suis très en colère. Je suis très en colère face à l'annonce de la maladie de mon père. Et je me suis raconté l'histoire que j'avais besoin d'aller me confronter à la mort au plus près, de vraiment l'affronter. Ça relate du fantasme, mais en quelque sorte, j'étais face à la mort. Et au plus, je sentais que mon père était en sécurité et qu'il ne pouvait pas être partout. Et ça m'a donné de la puissance, de la rage, de jamais abandonner, une colère si forte que je me battais tous les jours en fait pour me sortir de toutes les difficultés. En quelque sorte, au plus proche j'étais de la mort, au plus proche j'étais de lui. En tout cas, il y avait ce lien face à la mort pour lequel j'avais pas envie de me défiler. Voilà, c'est très dur de savoir quelqu'un qui est condamné, et je crois pas qu'il y ait une méthode particulière pour réussir à le vivre correctement, à être moins impacté, à moins souffrir. Ma gestion du deuil à moi, elle est peut-être critiquable, mais j'ai eu besoin de partir à l'autre bout du monde, me mettre dans une difficulté ultime pour me sentir vivant, et puis exprimer ma tristesse, exprimer aussi la difficulté que j'étais en train de traverser. Chaque ravitaillement, en fait, on avait un rituel. Je devais l'appeler en visio. Et ça m'est arrivé parfois où, au bout du 3e appel en visio, il répondait pas. Et évidemment, tu pars dans tous tes tourments. C'est très dur. T'as peur. Et donc, là où tu devrais être focus sur ton expédition, moi, ça passait carrément en second plan. Et après coup, je me rendais compte que j'étais en train d'affronter quelque chose de bien plus grand que simplement survivre en Arctique. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est la nuit, beaucoup d'aurores boréales.
Et les couchers et les levées de soleil, c'est juste hors du commun. Et il y a des couleurs que je retrouverai jamais nulle part ailleurs, que je vois là-bas. Et c'est des très, 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 très grands moments de plaisir que de pouvoir me dire que non seulement je suis dans un endroit qui potentiellement est amené à disparaître, mais qu'en plus de ça, je suis là, je suis tout seul et que j'ai l'impression que tout n'est là que pour moi. L'expé dure quand même 77 jours, où je passe 77 jours en solitaire sur la banquise en Arctique, proche du pôle Nord. J'ai parcouru plus de 3000 km et je suis face à un stop, un double stop. Le premier, il est que, en fait, le réchauffement climatique a ouvert les eaux et que du coup, maintenant, il n'y a absolument plus de passage possible sur la banquise et sur le dur. Et l'autre, c'est que je prends une décision face à ça, de me dire que c'est un signe aussi et que je dois rentrer chez moi auprès de ma famille, auprès de mes frères qui sont dans la difficulté. Je me le suis raconté aussi un peu comme une fuite peut-être, de ne pas vouloir affronter ces difficultés-là. Je dois rentrer. Je suis vivant, en fait. Juste, je suis vivant. Après 77 jours, je me suis fait attaquer, entre guillemets, plusieurs fois par des ours. J'ai survécu à des engelures, à des températures qui sont allées jusqu'à moins 61. J'ai eu le nez, les doigts gelés. J'ai dérivé sur l'océan Arctique. Donc je pense déjà avoir assumé un nombre de choses relativement exceptionnelles pour être encore en vie. Et puis ce qui me fait aussi me faire un énorme déclic, c'est que dans cette aventure, j'avais fait un choix au niveau de la nutrition. Dans une expé comme celle-là, je dois ingérer plus de 9000 calories par jour. Je fournis un effort de 12 à 18 heures par jour. Le corps en milieu polaire est continuellement en demande énergétique et je consomme des calories H24. Même pour dormir, mon corps veut se réchauffer et donc je consomme des calories. Pour manger, pour digérer, mon corps et mes intestins demandent des calories pour le transit. J'ai pris 12 kilos avant de partir en expédition et j'en ai perdu 15. Donc j'étais déjà en déficit au bout d'un mois en ingérant 9 à 10 000 calories par jour. Mais dans cette aventure, sur les grandes aventures, je savais très bien qu'en fait, le plus difficile, ce serait de générer des endorphines. L'endorphine, c'est le plaisir. Et donc, quand on passe 12 à 18 heures par jour avec la voile qui se prend dans des champs de pas, qui se déchire, tomber, se faire traîner, j'ai la tête qui a heurté, je me suis brisé des côtes parce que j'ai tapé sur des bouts de glace, j'étais dans des tempêtes, j'y voyais pas à 50 mètres. Enfin, j'ai dû faire face à toutes les putains de situations les plus affreuses qu'on puisse vivre en Arctique. Et donc, il faut bien qu'à un moment donné, il y ait du plaisir. Et le plaisir, comment on le génère ? On le génère avec la nourriture. En tout cas, moi, c'était mon time cap. Et j'avais demandé à Dorian, qui est un de mes meilleurs amis, de préparer des repas sous vide sur mesure, des repas extrêmement caloriques. Et on a choisi de créer 3 recettes sur mesure pour une fois par semaine que je puisse manger un repas sous vide qui allait me changer des repas lyophilisés pour me générer du plaisir. Et donc, en gros, ça me donnait un objectif par semaine, tous les vendredis ou tous les samedis, ou quand j'ai un coup dur, je me dis, allez, je mange un repas sous vide. Et on se rend pas bien compte, mais quand tu passes 100% de ton temps dans une tenue et que la seule chose que tu fais, c'est aller dans ton duvet, ne voir personne, parler à ta brosse à dents, parce que tu pètes un petit peu les plombs, le repas a une véritable importance. Et en fait, Dorian fait quelque chose d'assez incroyable, qui m'a complètement bouleversé. C'est que il contacte tous les membres de ma famille et il colle un mot sur chaque repas qu'il a préparé. Et je tombe sur des mots. Et le soir, c'est un moment où on relâche la pression. On est censé être en sécurité avec un piège à ours autour du camp pour nous signifier si y a des prédateurs. Quand tu viens dans la tente, c'est le moment où voilà, tu vas manger une barre de chocolat, tu peux te faire un peu plaisir et tout, mais il faut imaginer que dans la tente, il fait quand même moins 30. Donc on allume le réchaud, je suis seul, en général je check la météo, je check mes petits bobos, j'ai eu des œdèmes aux pieds, enfin j'ai plein de problèmes à gérer, des côtes fêlées, j'ai des tendinites aux 2 bras que j'avais déjà avant de partir mais qui se sont accentuées avec le kite. Donc il y a ce moment de petit bonheur, de petit plaisir face à la nourriture et face à ces mots. Et là, plus j'avance et plus je découvre les soirs les mots que Dorian m'a mis. Et donc il y a des mots qui sont hyper beaux, qui sont hyper touchants. Comme mes filles qui me disent « Papa, t'es le meilleur, on sait que tu vas rentrer à la maison, fais attention aux ours. » Et il y a le mot de mon père. Et le mot de mon père vient marquer « Mon fils, fends la glace comme je t'ai appris, rentre-moi entier, je t'attendrai, je t'aime. »
À ce moment-là, je suis anéanti et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là en fait ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je me fais autant de mal ? Alors qu'en fait, il y a ma famille qui m'attend, mon père, il est mourant, et moi, je suis là comme un con à me faire attaquer par des ours, à risquer ma vie, et à potentiellement avoir une mauvaise nouvelle pour tous les gens qui m'attendent et qui m'aiment. Et j'ai déjà accompli, je crois, 1400 km, et en fait, je suis révolté. Je suis révolté parce que c'est des milliers d'euros pour venir ici, c'est une organisation qui m'a pris 14 mois, et en fait, je peux pas abandonner. Et je me dis, mais si tu peux pas rentrer chez toi pour profiter de ton papa qui est mourant, quelle est la limite ? Et quand finalement je tombe, puisque je crois que c'était quelques semaines après que je tombe sur les eaux ouvertes, bah là je prends ça vraiment comme un double signe. Et je me dis, je pense qu'il est temps que je rentre chez moi. Finalement, je me rends compte que cette expédition, elle était aussi là pour ça. Elle était aussi là pour me faire prendre conscience des priorités que je devais revoir, de ma gestion du temps aussi. Je suis assez angoissé que le temps passe et que j'ai compris il y a bien longtemps que, en fait, il y avait un point de départ, il y avait une arrivée, qu'on est tous destinés à mourir. Ça me fait consommer la vie d'une manière très très particulière, à vouloir tellement consommer la vie. Parfois, je passe à côté des essentiels. Et donc, cette expé change radicalement ma vision de la vie. Tout est effacé par le simple fait que, en fait, mon père est mourant. Et la décision que je suis en train de prendre de rentrer chez moi pour l'accompagner. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destin. Destin est un podcast énergie imaginé par Pauline Borgia et Sarah Conan. À la production et à l'écriture, Valentine Audanque et Anaïs Kopman. Cet épisode a été réalisé par Cédric Ledoré. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et bien sûr, rendez-vous sur le site et l'application Énergie rubrique podcast. À très vite pour un nouvel épisode.